l'idée, c'était que je fasse une observation en fait, de la dynamique de groupe. Au départ, c'était un projet qui était pensé un peu plus on va dire, en participatif ou en collaboration, en termes de suivi et évaluation. Puis finalement, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir, ça a quand même été beaucoup de l'observation extérieure de ma part, de quelques autres personnes comme Élise, de Claire Guillou, qui a fait son stage pendant 6 mois, pour collecter la donnée, et là, aujourd'hui, vous la restituez. Et donc moi, j'ai fait un travail, je vous ai proposé quelque chose. Enfin, il faut dire aussi que finalement, ce suivi, cette observation, il a quand même été relativement illimité en termes de nombre, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu observer tous les événements. Puis surtout, il a été très centré au final sur les dynamiques collectives et finalement plus le travail d'accompagnant que sur ce qui a pu être transformé en termes de changement de pratique chez les agriculteurs et les éleveurs. Agriculteurs et éleveurs qu'on n'a pas rencontrés parce qu'on n'avait pas les moyens financiers de le faire et parce que finalement, on n'a pas choisi de faire ça. Ça aurait été un autre travail qui aurait demandé une autre ampleur. Voilà. Donc ce travail-là, il porte essentiellement finalement sur ce qui se passe dans les temps collectifs entre les agriculteurs, éleveurs et une diversité d'accompagnants et sur le travail de l'accompagnement. Comme ces données-là, on va dire que c'est un travail plutôt exploratoire. Alors déjà, moi, ce n'est pas un domaine que je connaissais très très bien, l'accompagnement. Et puis même dans la littérature, on voit que l'accompagnement de ces groupes qui prennent des formes un peu différentes, et donc que là j'ai appelé donc des dispositifs territorialisés de coproduction de connaissances. C'est un mot qui paraît un peu compliqué, mais c'est parce qu'en fait dans la littérature, on voit qu'en agroécologie, ces formes-là se développent, et donc elles sont aussi beaucoup objets d'études, sans qu'on ait forcément encore beaucoup de résultats sur comment ça marche, qui fait quoi, ce que ça produit, etc. Donc finalement, moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un espèce d'aller-retour entre ce que j'ai lu récemment dans la littérature, ce que la littérature raconte en fait de ces formes de coproduction de connaissances pour la transition agroécologique, et ce que j'ai pu observer sur le terrain. C'est même dans l'autre sens que ça s'est fait, c'est-à-dire qu'on a d'abord été dans l'observation de ce qui se passait sur le terrain, et ensuite, quand je suis allée lire la littérature, ben voilà, ça m'a permis des allers-retours, ça m'a fait poser des questions, etc. C'est essentiellement ça que je vais vous poser aujourd'hui. Donc, vous allez voir, en gros, j'ai fait un travail de raconter ce qui s'est passé dans vos groupes et d'essayer de comprendre comment est-ce que ça a résonné avec ce qu'on écrit déjà et les questions que ça posait. Donc voilà, donc je vais suivre un plan assez scientifique en fait, en termes de premiers éléments de définition et de cadrage un peu scientifique, matériel, méthode, résultats et discussions et conclusions. L'essentiel des diapos sont sur les résultats, mais peut-être poser quelques petites choses en introduction quand même, ne serait-ce que pour comprendre comment en fait j'ai un peu transformé la question, la question initiale qui était posée dans Transat et pourquoi je l'ai fait. Donc la première chose, c'est de partir pourquoi est-ce que je me suis posé la question, j'ai posé le contexte comme une question de coproduction de connaissances dans la transition agroécologique. Donc cette histoire de transition agroécologique, c'est de se dire que face aux différentes crises actuelles de production, sanitaire, climatique, de biodiversité, etc., il y a cette nécessité de changer, mais par contre, on ne sait pas forcément ni vers quoi, ni comment. Et donc, il y a vraiment une diversité des conceptions de la transition. Et en fait, c'est juste pour illustrer pourquoi on peut dire qu'il y a différentes conceptions de la transition. Et j'ai essayé de faire un schéma en m'inspirant des travaux de Jacques Tess, qui travaille beaucoup sur la prospective, en fait, pour essayer de montrer que la question de la transition, notamment celle agroécologique, mais d'une manière générale écologique ou démographique, etc. On peut avoir différentes conceptions selon si c'est une finalité qu'on ne connaît pas ou si c'est une finalité qu'on connaît ou qu'on cherche à anticiper. Et on peut aussi les distinguer selon si c'est un processus qu'on choisit, on a envie d'entrer en transition, ou c'est quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qui va se passer dans tous les cas. Et c'est important de le souligner parce qu'en fait, ça n'amène pas finalement aux mêmes discussions de ce dont on parle et aux mêmes façons dont on conçoit l'action. Alors, pour être très caricatural, ça c'est la transition énergétique façon comme on l'a en France par exemple. C'est-à-dire qu'on sait où est-ce qu'on veut arriver en termes de mix énergétique et on met en place une série d'actions pour y arriver, parmi plein de choix différents. Ça, c'est plutôt la question par exemple de la transition démographique, mais on pourrait dire presque des théories de l'effondrement. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va arriver à un état B, par exemple l'effondrement, et c'est un gros contexte comme ça, et on a un peu des marges pour faire quelque chose dans ce cas-là. Mais on sait qu'on va y arriver là, et par contre on ne l'a pas choisi. Alors dans la transition énergétique, on l'a choisi. La caricature, ici, c'est plutôt les questions un peu, vous connaissez tout ce qui est le mouvement résilience-alliance, etc. C'est la conception des systèmes socio-écologiques, où en fait on est surtout dans une question de stabilité d'état. C'est-à-dire qu'on a un état A, on sait qu'il y aura un autre état d'équilibre B, mais entre les deux, on est dans une phase chaotique, où on ne sait pas trop ce qui se passe et on n'est pas sûr non plus de l'état auquel on va arriver. Et ça, c'est un peu notre cas, actuellement. C'est de considérer, il me semble en tout cas d'une partie des groupes, c'est de considérer la question de la transition
on ne sait pas trop où on veut aller, on a une cible un peu floue, on peut l'appeler développement durable, on peut l'appeler transition agroécologique des fois, c'est un peu ça, on sait à peu près qu'on veut respecter mieux l'environnement, incorporer un certain nombre de choses, mais on ne sait pas exactement, elle reste floue. Et par contre, ce qui est très important, c'est de se mettre en mouvement. C'est tout de suite de faire des choses. Donc c'est une vision très pragmatique. L'important, c'est que les gens fassent un pas. Et on ne sait pas trop, quel sera le chemin. Et puis, de toute façon, on reconçoit, à chaque fois qu'on arrive à un nouvel état, on reconçoit le B. C'est-à-dire qu'on est dans une logique permanente de remodifier ses fins et ses moyens pour y arriver, dans un débat permanent. Et il me semble que c'est plutôt dans cette perspective-là qu'un certain nombre de groupes qui font de la coproduction en agroécologie s'inscrivent. C'est-à-dire qu'ils ont une vision globale, mais à chaque petite étape, en fait, on reconçoit pourquoi on le fait, et l'important, c'est de faire, c'est de commencer à faire. Ce genre une des hypothèses qu'on trouve dans la littérature et qui pourrait s'appliquer ici, j'y reviendrai tout à la fin en discussion, c'est peut-être de dire que quand on ne discute pas de ces aspects-là, eh bien peut-être que ça peut freiner justement certaines mises en mouvement, parce qu'on n'est pas tous raccords en fait sur ce qu'on est ni en train de viser, ni la perception qu'on a de ce qu'est la transition. Mais je trouvais ça intéressant de resituer cette question des groupes dans cette perspective-là, sachant que l'autre grande particularité de ces groupes que vous animez, c'est aussi qu'on peut parler souvent, donc il y a une série d'auteurs qui parlent d'agroécologie silencieuse. C'est-à-dire qu'en fait, de l'extérieur, les chercheurs qui vont observer vont dire ça, ce sont des pratiques agroécologiques. Et donc ce groupe-là est en train de travailler pour la transition agroécologique. Mais c'est très rare, ou parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas, que ceux qui y participent, ou même ceux qui accompagnent, ni utilisent ces termes-là, ni forcément conceptualisent ça comme cela. Alors par exemple, pourtant on peut voir que Agribiodrome, par exemple, affiche la transition écologique dans ses statuts. Pour autant, je ne suis pas sûre que vous, en tant qu'accompagnant, c'est un concept que vous manipuliez entre vous ou avec les agriculteurs. Il y a une autre raison pour laquelle cette agroécologie est souvent silencieuse, c'est parce que justement, on peut estimer que de parler de ce qu'il y aurait derrière, notamment des objectifs peut-être politiques ou idéologiques, en fait, serait un frein à la mise en mouvement dans le changement. Donc on a parlé de la transition, mais je vous ai quand même juste pour dire un mot sur que l'agroécologie apparaît comme une solution possible à ces crises, dans une vision faible qui est l'intensification écologique, on reste dans le même modèle en intensifiant les services que peut rendre la nature, ou dans une vision forte qui est plutôt une question de changement de paradigme, où là on va changer aussi les normes, les valeurs, l'ensemble du système de gouvernance, de gouvernance agricole et alimentaire. Et c'est dans cette perspective-là que je vais vous parler aujourd'hui. C'est-à-dire en quoi est-ce que les groupes qui sont ici peuvent ou pas, dans quelle mesure contribuer à une transition vraiment vers un changement de système. Donc on va s'intéresser à ces questions de rupture en fait. En quoi est-ce que ça change les choses? La transition agroécologique, c'est un processus qui est complexe parce qu'on s'intéresse à l'ensemble du système, qui est indéterminé. Je viens de vous le dire parce qu'en fait les visées sont floues en fait, et les chemins même pour y arriver sont objets de débat dans la société et entre tout le monde, et que c'est incertain parce qu'on s'appuie sur des connaissances qui sont incomplètes en termes de savoir. Et que du coup, il y a un enjeu particulier autour de la coproduction de connaissances. Et donc la question qui se pose, c'est que justement, c'est comment est-ce que ces de nouvelles formes de production et d'échange de savoir se mettent en place pour mettre en place des trajectoires qui seraient agroécologiques. Je vois l'agroécologie une possible solution, et c'est le mot possible. Je pense que... Il y en a d'autres ? Peut-être qu'il y a, je ne connais pas très bien, mais il peut y avoir des systèmes, peut-être, la viande synthétique peut-être, ou aller mettre des exploitations sur Mars. Voilà. Je pense que, c'est juste pour dire que l'agroécologie est souvent présentée comme une des solutions possibles. Il peut y en avoir d'autres imaginées actuellement. Qu'on peut caractériser, pour faire un peu vite, au regard de leur rapport à la connaissance, avec des approches qui sont plus systémiques, où on mobilise différents types de savoirs qui sont donc non stabilisés, qui sont souvent produits dans l'action, et on va beaucoup s'intéresser à la question des apprentissages. Il y a une dimension collective, donc avec des partenariats multiples, et où ce qui est central, c'est que l'agriculteur, il est pensé comme un concepteur et pilote de son système, qu'il s'agit donc d'accompagner dans sa démarche, mais pas de prescrire ou de conseiller. C'est l'essentiel changement qui se passe en termes d'accompagnement. Une autre dimension de ces dispositifs, c'est pour ça que je les ai appelés territorialisés, c'est leur dimension territoriale, cette idée qu'à la fois on prend en compte les particularités locales, mais aussi la singularité de chacun des agriculteurs, pilotes et concepteurs de son système, et que cela, en fait, c'est nécessaire aussi pour légitimer les nouvelles formes de savoir qui sont produites et qui pourraient être gages d'utilisation ultérieure par les agriculteurs eux-mêmes. Et ces groupes aussi, ils se distinguent par deux autres choses. Le fait qu'ils soient très labiles, c'est-à-dire que on assiste plutôt à des dynamiques collectives qu'à des collectifs
que des collectifs avec des statuts et qui sont bien stabilisés. Donc c'est-à-dire qu'on a des dynamiques collectives, c'est-à-dire que les participants, ce n'est pas toujours les mêmes, forcément. On en reparlera, il me semble que c'est particulièrement vrai dans ces groupes ici. Et puis il y a une dernière dimension qui est une dimension réflexive et qui est liée justement à ce que je disais sur les visions de la transition, qui est qu'on est dans une négociation en fait, permanente en fait, des objectifs et des modes de gestion des connaissances et de pourquoi on fait les choses. Donc j'en reviens du coup à la question du projet Transat, qui était donc initialement comment agir pour lever des freins au changement de pratique des agriculteurs et des consommateurs, donc avec un volet sur l'agriculture. Et avec cette hypothèse qui était de dire ce qui se passe en fait dans des collectifs où on échange et on produit des savoirs, ce serait un levier. Et donc c'était à Transat, il y avait 3 groupes qui ont été financés pour des activités collectives autour de ça, en phytoaromathérapie caprine et ovine, en techniques culturales simplifiées et couverts végétaux, et puis on vient de le dire, donc finalement plus en santé porcin plein air plutôt que seulement phytoaromathérapie porcine. Et donc il y avait une mission qui était dédiée à l'analyse sociologique, je ne suis pas sociologue, des dynamiques collectives. Et finalement, moi, cette question, je l'ai un peu reformulée différemment, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'avait pas accès au changement de pratique directement des agriculteurs, et qu'en plus, même si on avait accès, il y avait quand même des grandes craintes qu'en 3 ans, on ne voit pas grand-chose des effets qu'auraient pu avoir ces dynamiques de groupe sur leur pratique. Donc on s'est plutôt intéressé à ce qui se passe dans les moments collectifs de production et d'échange de connaissances. Et comme ces groupes-là visent eux-mêmes la production et l'échange de connaissances, finalement, ça, c'est quelque chose qu'on peut appeler l'apprentissage, c'est-à-dire l'acquisition de nouvelles connaissances qu'on peut mettre en action. Donc finalement, moi, comment j'ai proposé de reformuler la problématique, c'était en disant, on peut... déjà, c'est intéressant de décrire ces dispositifs, comme je l'ai fait juste avant, parce que c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans la transition agroécologique. Ensuite, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe en leur sein ? On peut peut-être le décrire à partir de la grille des apprentissages, de qu'est-ce qui se passe, donc qu'est-ce que les gens apprennent et comment, et plus précisément, je vais vous le dire après, en termes d'apprentissage social, c'est-à-dire qu'est-ce qui est appris au contact de l'autre. Et ensuite, se demander comment ces apprentissages sont accompagnés, de quelle manière, parce que ce qui est intéressant dans ces groupes aussi, c'est que finalement, il y a de multiples accompagnants avec les agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y a des animateurs, comme Agribiodrome ou le syndicat Caprin, mais il y a aussi des chercheurs, comme l'était le FIBEL. Il y avait même un vétérinaire, donc un prescripteur, et il y a même des chercheurs en sciences sociales. Et puis des agents de collectivités territoriales qui sont, dans ce cas-là, le maître d'ouvrage, qui va aussi, et le financeur, et qui lui se pose des questions en termes d'accompagnement du développement territorial. Donc c'était vraiment de se dire qu'est-ce qui se passe en termes d'accompagnement de ces apprentissages, et puis in fine pour se dire est-ce que ça, dans quelle mesure en fait ça a des effets en termes de manière dont ça transforme à la fois individuellement les personnes, et notamment d'un point de vue professionnel, comment ça transforme la profession d'agriculteur dans la transition agroécologique, et comment ça questionne la transformation du métier d'accompagnant aussi à la transition agroécologique, mais aussi est-ce que ça a des effets à une échelle plus large que des individus, notamment des collectifs qui participent, mais aussi à l'échelle, notamment, par exemple, du territoire ou du système alimentaire territorial, ce qui est plus une préoccupation qui est portée notamment par la CCVD, qui finance ces groupes. Donc voilà, en gros, les 3 questions que moi, je me suis posées et auxquelles je vous propose où j'ai essayé d'avancer quelques résultats de ce que j'ai observé et où je vous propose aussi de faire dialoguer ça avec ce qu'on trouve dans la littérature. Donc je reviens sur quelques éléments, sur les éléments de définition, mais juste pour vous dire ce que j'entends par apprentissage social. Donc l'apprentissage, c'est l'acquisition de connaissances, de compréhension du monde, de savoir, de savoir-faire, donc de compétences. Et on peut le faire de multiples manières, mais globalement dans la littérature, on trouve, on le fait au contact de l'environnement, son environnement extérieur, donc soit en observant, soit en essayant des choses, soit en menant des expérimentations, des expériences, etc. Et on le fait au contact d'autrui, soit par imitation, soit en échangeant avec l'autre, soit par didactique, comme à l'école, où il y a un sachant qui explique, etc. Et alors pourquoi parler d'apprentissage social ? Comme je vous le disais, c'est que là on est dans un dispositif collectif. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le dispositif produit sur les individus, mais aussi plus largement. Et donc il y a une définition qui fait référence en fait de Reed et compagnie sur l'apprentissage social et qui pose 3 conditions pour savoir si on a bien un apprentissage social qui a lieu. La première, comme je vous disais, c'est que ce sont les individus qui changent, qui apprennent des choses et qui changent leur compréhension des choses. La deuxième, c'est que
en fait, s'il y a un apprentissage social, c'est que ce ne sont pas les seuls à apprendre. C'est-à-dire qu'il y a au fait des unités sociales plus larges qui apprennent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ces individus, ils sont connectés à d'autres personnes. Et en fait, ce qu'ils vont avoir appris à cet endroit-là, ça va diffuser à l'extérieur. Ils vont faire profiter d'autres personnes. Et ça, vous savez comme moi que c'est très très vrai, notamment entre les réseaux d'agriculteurs, on voit bien que ce qui a été mobilisé ailleurs est utilisé à l'extérieur, etc. Et puis la troisième condition, c'est de dire que ça a été possible parce que justement, il y a des interactions et des processus sociaux qui ont lieu. Et donc par la transmission d'échanges d'idées, d'arguments, d'informations, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mobiliser ce cadre en fait, comme une grille d'analyse pour regarder dans les groupes ce qui s'est passé. Vous voyez bien que finalement, ça se résume aux questions de savoir qu'est-ce qui est appris, par qui et de quelle manière. Et puis il y a un autre concept un peu que je vais mobiliser. Alors vous verrez, c'est plus dans la partie discussion, parce que je n'ai pas beaucoup de billes là-dessus, mais je trouve que c'est des questions intéressantes. Il me semblait que ça pouvait notamment intéresser, ça pouvait vous intéresser ici, dans le contexte dans lequel on est, dans le cadre où en fait c'est une collectivité territoriale, donc qui s'intéresse aux dynamiques de développement territorial, qui s'intéresse à ce qui se passe dans des groupes d'accompagnement. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que il me semble qu'on peut aussi considérer ces groupes d'échange comme des innovations sociales, techniques et territoriales qui sont ponctuelles, où en fait on invente de nouvelles façons de faire les choses, de s'organiser, de cadrer, de connaître, etc. Et les questions qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que ces innovations ponctuelles, elles ont un effet à l'échelle, notamment du territoire, ou plus largement, est-ce qu'elles modifient quelque chose? Et donc, là encore, dans la littérature, on trouve beaucoup de gens qui s'intéressent aux potentialités transformatives des innovations, et notamment, on peut le conceptualiser dans 3 axes, en disant qu'on peut se poser la question dans quelle mesure une innovation ponctuelle, elle peut changer les choses en largeur, c'est-à-dire en extension géographique ou par secteur social, ou à d'autres contextes, en maintenant une cohérence entre les acteurs qui sont impliqués et les points de vue. Mais on peut regarder aussi s'il y a une extension dans la durée, c'est-à-dire si cette expérience-là, elle est capable de se régénérer ou de se régénérer en assurant une continuité de ressources, ou bien de s'adapter à un changement de contexte. Et on peut regarder aussi s'il y a des effets, cette fois-ci plus en profondeur, c'est-à-dire est-ce qu'elle est capable, au-delà par exemple d'une nouvelle technique agricole, de générer des transformations qui seront d'ordre culturel, qui touchent aux valeurs, aux identités, aux visions du monde qu'on a. Vous voyez qu'en agroécologie, ça peut parler. Et ou aussi des modifications qu'on appellerait structurelles. Cette fois-ci, c'est aussi la question de qui décide quoi et qui fait quoi dans les territoires, donc notamment les questions de gouvernance. Donc ça, je propose aussi sur la fin de m'en servir un peu comme d'un cadre d'analyse pour essayer de voir dans quelle mesure ces groupes-là peuvent avoir, encore une fois, ça va être plus une question de potentialité, mais peuvent avoir un effet à d'autres échelles que seulement les personnes qui sont dans le groupe. Et puis enfin, le troisième paquet que je propose d'explorer, c'est la question de l'accompagnement dans la transition agroécologique. Donc avec une évolution récente du métier d'accompagnement que vous connaissez tous, qui est non plus de conseiller, mais plutôt d'accompagner au changement. Et on accompagne au changement donc, des agriculteurs qui sont concepteurs et pilotes de leur propre système. Et ce sont bien des individus qu'on accompagne vers une transformation notamment professionnelle, mais par le biais de dynamiques collectives. Et donc c'est un travail qui est vraiment multifacette au final, qui demande des multiples compétences. On va dire des compétences en agronomie ou en connaissance des systèmes biophysiques, donc sur le fond, mais aussi finalement sur la forme, sur la dynamique collective, donc plus on pourrait dire des compétences d'ordre psychologique ou social, enfin voilà. On peut aussi noter que c'est particulièrement un défi en termes de production de connaissances, dans le fait d'arriver à lier des expériences vécues qui sont singulières avec quelque chose, des enseignements qui sont transférables à d'autres personnes. Ça, c'est le grand défi en agroécologie. Et puis, donc c'est une question, on peut dire que ce nouveau métier d'accompagnant, c'est à la fois une question de pratique, de savoir-faire, etc., mais c'est aussi beaucoup une question de posture. D'ailleurs, Charlène m'avait fait remarquer que parfois dans mon texte, j'utilisais le terme d'accompagnant ou d'accompagnateur. Alors, je ne sais même pas si vous utilisez un seul de ceux-là, peut-être que vous dites juste animateur, peut-être que vous dites rien, vous vous qualifiez, voilà. Et donc, je suis quand même allée voir dans les définitions la différence entre accompagnant et accompagnateur. Il semblerait qu'accompagnateur, c'est plus une question liée au corps physique, à la matérialité. On accompagne en tenant par la main. Et l'accompagnant serait plus sur un volet mental ou d'aide. Voilà. Du coup, dans cet exposé-là, en tout cas, tout le long pour harmoniser, j'ai utilisé le terme d'accompagnant. Et enfin, donc ce travail multifacette, finalement, il engage aussi souvent les accompagnants à avoir un travail réflexif sur leur propre métier, vu que c'est quelque chose un peu de nouveau et qu'il n'y a pas de formation forcément exactement là-dessus. Donc voilà, apprendre à accompagner, c'est aussi un travail qui se fait en permanence.
Et donc, comme je vous le disais aussi, il se trouve que dans ces groupes, on a des accompagnants qui ont des statuts multiples, agents de développement, chercheurs, animateurs, prescripteurs, etc. Juste pour cadrer les trois notions en fait, que je propose ensuite de mobiliser, je vous rappelle, je fais pareil, une diapo très rapide sur la source des données, en fait, finalement, que j'ai mobilisée par la suite. Donc, il y a eu un certain nombre d'observations des activités de groupe, mais finalement pas tant que ça, vous voyez, qui ont été faites essentiellement par Claire Guillou, qui était en stage pendant 6 mois, et moi-même. Et certains, il me semble, Élise en a fait quelques-uns, et puis aussi Florence Arsenault en avait fait quelques-uns, où elles m'ont transmis soit leurs notes écrites, soit l'enregistrement même. Voilà. Donc il y a eu des comptes rendus d'activités, notamment Syndicat Caprin, qui documente beaucoup ce qui est fait, donc ça j'ai pu avoir accès. D'autres productions écrites des groupes, comme des rapports, etc. Il y a eu au final des choses assez utiles, qui étaient les réunions réflexives qu'on a eues ici même, entre nous en fait, qui étaient source de beaucoup d'informations, notamment sur le métier d'accompagnant. Des entretiens semi-directifs qui ont été faits essentiellement par Claire Guillou et qui avaient été enregistrés, et donc moi j'ai pu avoir accès à la retranscription intégrale en fait, en forme d'écrit. Et puis, donc, il y avait des suivis des activités des groupes auxquels vous avez participé activement en remplissant qui était là, à quel séminaire, etc. et qui ont permis de tracer dans le temps l'ensemble des activités qui ont été faites et l'ensemble des participants. Le cas d'analyse, j'y reviens pas, je vous l'ai dit, c'était cette idée des 3 blocs, de regarder les dispositifs en eux-mêmes, les apprentissages sociaux, l'accompagnement qui est fait et les potentialités de transformation que ça peut avoir à d'autres échelles.